Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment se porte le marché de l'investissement dans l'immobilier professionnel. Nous en parlerons dans un instant avec Thierry Sévoumian, directeur général délégué de Zenith IS en charge de l'immobilier et de l'assurance au sein du groupe Cristal. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux stratégies ESG. Nous nous demanderons, face aux dernières actualités politiques et parfois au sein des entreprises que l'on a pu voir aux États-Unis, mais aussi face à la baisse du nombre de fonds ESG lancés en 2024 et en 2023 également, si les stratégies ESG reculent. Une question que nous poserons à Kim Nguyen, président de Kermit, et à Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice des publications de Novetic. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur le projet de loi de finances et notamment ses implications en matière de plan épargne retraite. Y a-t-il un risque sur la fiscalité du PER? Ce sera la troisième partie de l'émission avec Guillaume Berthiaud, président de Sofidy Gestion Privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle approche vis-à-vis de l'immobilier professionnel en matière d'investissement? Voilà ce qui va nous animer à présent dans les clés de l'IMO. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Sévoumian. Bonjour Thierry Sévoumian. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de Zenith IS en charge de l'immobilier et de l'assurance au sein du groupe Cristal. Alors si on trouvait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui sur l'immobilier professionnel en particulier, c'est parce qu'on commande beaucoup l'investissement immobilier dans l'émission, notamment en lien avec la phase de hausse de taux qu'on a connue. Maintenant, on regarde précisément effectivement jusqu'où pourrait aller une phase de baisse de taux entamée par les banques centrales, l'impact que ça peut avoir en matière de valorisation. Aujourd'hui, vous, bientôt à la fin de l'année 2024, comment est-ce que vous lisez ce marché immobilier, et notamment d'immobilier professionnel, Thierry Sévoumian? Écoutez, factuellement, on regarde sur tous les indicateurs qui viennent de paraître sur cette grande partie de l'année déjà passée. Sur fond, vous l'avez signifié après cette énorme hausse des taux, d'annonce de baisse des taux, et qui, au-delà des taux courts, commence à passer dans les taux longs. C'est comme ce qui est plus important pour l'immobilier, c'est cette partie de taux longs. Concrètement, vous avez quand même des signes d'atterrissage du marché. Quand on regarde l'investissement, écoutez, ça fait 2 trimestres que les investissements sont plutôt à la hausse. On n'avait pas vu ça depuis 2 ans, puisque c'est à peu près, même au niveau de l'Europe, pratiquement 10%. Quand on parle d'investissement, on parle de sociétés de gestion qui continuent à faire des acquisitions? Là, on parle directement de l'investissement dans l'immobilier professionnel, qu'il soit bureau, santé, logistique, commerce. D'accord. Et santé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une hausse de l'investissement. Alors, elle est différente suivant les pays. Les pays qui ont le plus corrigé, ou du moins le plus vite, je pense notamment à l'Angleterre ou à l'Allemagne, repartent le plus vite. D'accord. C'est assez logique comme raisonnement. Et les pays qui n'ont pas corrigé suffisamment, qui le font à la limite sur ce dernier semestre, je pense à la France, sont globalement en évolution de l'ordre de 2%. Et pareil sur les secteurs, ce qui s'est le mieux comporté, c'est, même si ce ne sont pas les mêmes volumes, c'est hôtellerie, logistique, santé, le commerce. Le commerce est resté à peu près stable, et c'est la partie bureau. Après, quand vous regardez des... C'est la partie bureau qui a un peu plus de mal encore à repartir aujourd'hui? Bien sûr. Elle repart quand ça a bien corrigé. C'est notamment le cas de l'Allemagne. C'est pratiquement plus 20% d'investissement. Et l'Angleterre à peu près plus 10%. Quand vous regardez la demande locative, c'est quand même le premier moteur, vous êtes sur une demande locative qui progresse globalement de 3%, ce qui est plutôt bien. D'accord. Encore une fois, suivant les pays. Quand vous regardez les taux de vacances, donc, qui continuent à augmenter dès que nous ne sommes plus en centralité, globalement c'est plus 2%. Et le côté assez intéressant, c'est vous regardez l'évolution des loyers, donc globalement avec une indexation, c'est de l'ordre de 6%, et on est quand même sur 10 ans à peu près à un peu plus de 30%. Donc il faut... Voilà, c'est la capacité à absorber cette évolution de loyer pour des rendements qui restent maintenant un petit peu stables. Sur les grandes métropoles, c'est 4 à 5%. Et sur la partie métropole plus province, Lyon et autres, vous êtes plutôt à 6. Et les valeurs,
les Oui, valeurs. bah bien sûr, ouais, c'est ça le sujet. Quand vous avez des rendements qui se stabilisent, quand vous avez plus d'investissements, quand vous avez des taux longs qui ont baissé concrètement, et avec une perspective de continuation, vous avez des valeurs qui ont fait globalement sur le bureau un -5 en moyenne. Ouais. Alors la France... En moyenne, c'est quoi, c'est au niveau européen? Sur le premier semestre, France. D'accord. Vous savez, la moyenne, c'est une moyenne. Bien sûr, c'est au milieu. La santé a dû faire un +1% à peu près. La partie logistique et la partie hôtellerie a plutôt monté, le commerce. Donc, plutôt dans une phase d'atterrissage qui nous permet de... Donc là, on peut dire qu'on est dans une phase d'atterrissage de manière globale sur l'immobilier professionnel. Voilà. Si on parle à un investisseur particulier français. Sur le deuxième semestre. Donc d'accord. On attend impatiemment, on attend surtout les valeurs d'expertise de cette fin d'année au 31/12. D'accord. Les sociétés de gestion devront pour la peine passer dans le prix départ. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'important et je pense que ça baissera encore sur les valeurs d'expertise et il faut s'attendre encore à quelques corrections de prix de part. Mais pour atteindre une année 2025 où on pourra regarder l'avenir avec plus de sérénité. Si on regarde les produits d'investissement dédiés aux particuliers, notamment SCPI, SC ou OPCI, mais si je regarde les SCPI dans un premier temps, les chiffres de l'ASPIM ont été publiés il y a quelques jours. On est sur un rendement global moyen qui est négatif pour l'année. Si on prend les valeurs à la baisse, effectivement. En revanche, on est sur une collecte qui est toujours présente pour les investisseurs particuliers. Sur la partie SCPI, qui est vraiment la dominante entre SC, OPCI et SCPI. Les SCPI, c'est 90 milliards de capitalisation sur 120 à peu près de la totalité des produits. Vous avez d'un côté une collecte qui est de l'ordre de 2,5 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Donc on le voit, il y a quand même un intérêt, même si vous aviez une compétition avec les produits de dépôt ou les contrats euros qui ont donné des taux bonusés relativement importants ou les structurés. Bien sûr. Il y a toujours un intérêt pour le produit. Ce qui est plus particulier, c'est que la collecte se concentre sur certaines SCPI, soit sur des thématiques type logistique, par exemple, bien sûr, soit, mais énormément sur des SCPI diversifiées, plutôt nouvelles, et qui offrent des taux de distribution, puisque le taux de distribution sur les 9 premiers mois doit être de 3,50 à peu près. Donc on reste frileux sur les SCPI anciennes investies en bureau, par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est logique. Vous avez un match. D'un côté, vous avez des produits qui offrent entre 5 et, pour certaines, même 8% en termes de distribution, parce qu'elles achètent aujourd'hui et parce qu'elles sont dans les rendements d'aujourd'hui et dans des thématiques d'aujourd'hui. Et de l'autre, vous avez effectivement des SCPI qui ont plutôt de l'investissement bureau, confrontés à des problématiques également de marché secondaire. Donc, assez logiquement, les conseillers vont vers ce type de produits et regardent un petit peu l'atterrissage des autres produits ou la manière dont elle traverse cette phase de hausse des taux. Un mot peut-être au-delà des SCPI, il y a d'autres produits d'investissement pour investir en immobilier professionnel. Il y a les sociétés civiles ou les OPCI, si on dit un mot des sociétés civiles. Alors, les sociétés civiles, c'est surtout la représentativité des assureurs. Très clairement, vous avez eu une baisse, voire une décollecte. On doit être à moins 600 millions en fin de compte sur les sociétés civiles. Ça représente une vingtaine de milliards d'euros à peu près. Pourquoi ? Parce que, les assureurs qui ont dû assurer la liquidité pour le compte de leurs clients ont été obligés de vendre. Des ratios immobiliers importants. Elles ont été obligées de passer des ordres de rachat. Et pour passer ces ordres de rachat, les sociétés de gestion doivent racheter, donc faire preuve d'arbitrage qui n'est pas encore complètement réalisé. Donc très clairement, moins d'offres auprès des assureurs, moins de volonté d'ailleurs de les prendre. Et la performance depuis le début de l'année doit être également de moins 3,50, moins 3,60. Assez logiquement, on se dirige vers d'autres placements, ou du moins ces SCPI plus intéressants. Bon, on renvoie les gens qui nous écoutent effectivement vers les chiffres de l'ASPIM pour avoir le détail. Dans les quelques secondes qui nous restent, Thierry Sévoumian, on arrive à la fin de l'année 2024. Quelle est votre vision un petit peu de ce marché de l'immobilier professionnel en matière d'investissement pour les particuliers ?
Écoutez, moi, on est pratiquement à la fin de l'année. Moi, je dis qu'il faille, regarder dans les produits dans lesquels ils pourraient investir grâce à leurs conseillers. Eux vont regarder les distributions annoncées pour 2025. Donc, quel est le taux, mais surtout, quelle est la composition ? Est-ce qu'on se sert des réserves, donc du report à nouveau pour les servir ? Est-ce qu'on se sert des plus-values sur arbitrage ? Est-ce qu'on a baissé les effets de levier ? Donc il faut surtout regarder à quel niveau seront les SCPI et pour leur composition, si c'est purement du revenu foncier. Et le deuxième aspect, vous êtes en pleine période d'expertise. Donc là, les experts vont rendre leur copie dans 3 semaines aujourd'hui. Vous savez que la SCPI, c'est quelque chose d'assez particulier puisqu'elle peut fixer son prix à plus ou moins 10% de sa valeur d'expertise. Ouais. Il faut surtout attendre les valeurs d'expertise de fin d'année. Je pense et de regarder où se situe son prix de part. Et entre le fait de regarder les distributions projetées véritablement et de regarder la partie expertise, voilà, aujourd'hui, et le niveau du marché secondaire, je pense que vous aurez 3 bons indicateurs et de bon sens, à mon avis. Merci beaucoup Thierry Sévoumian de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Zenith IS en charge de l'immobilier et de l'assurance au sein du groupe Cristal. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous continuons cette émission avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des stratégies ESG. Nous allons nous demander ensemble si les stratégies ESG sont en train de reculer en Europe, mais aussi aux États-Unis. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Vous êtes le président de Kermit et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Vous êtes la directrice des publications de Novetic. Alors si nous soulevons la question dans Smart Patrimoine, c'est parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui pourraient nous laisser penser ça. J'en ai noté quelques-unes. Il y a quelques mois, certains des plus gros asset managers mondiaux ont quitté Climate Action 100+. On voit aux États-Unis des alliances politiques pour effectivement aller contre la prise en compte des critères ESG dans les investissements. Il y a des amendements qui ont été déposés au Sénat, des études qui montrent effectivement que on est plus dans un recul du sujet aux États-Unis, alors qu'en Asie, par exemple, on est sur une montée en puissance du sujet ESG. On voit que de moins en moins de fonds ESG sont lancés chaque année, et on l'a d'ailleurs mentionné dans l'émission. Et on a vu qu'en 2024, en Europe, 350 fonds ESG ont été fermés et 50 arrêtent de se revendiquer simplement ESG. Est-ce qu'on est face à un recul de l'ESG, Anne-Catherine Husson-Traoré ? Alors, il faut bien distinguer le phénomène américain du phénomène européen. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'ESG, en fait, pour les républicains qui le combattent de toute leur énergie, c'est en fait d'abord le symbole du wokisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que c'est ce qui promeut les politiques de diversité dans les entreprises, et c'est ça qu'ils combattent. Et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés pour faire la guerre juridiquement à tout ce qui est ESG. L'autre pan, c'est qu'ils pensent que c'est un obstacle au profit de court terme, et en particulier autour des énergies fossiles. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'ils combattent ceux qui ont à la fois des politiques climat et qui promeuvent la diversité en entreprise. Et ils le font de façon très active. Le paradoxe, c'est qu'en fait, pendant ce temps-là, la finance verte aux États-Unis augmente considérablement. On a eu 15% d'augmentation en 2023 et on est à 3 400 milliards de dollars qui financent les technologies vertes et les énergies renouvelables en particulier, y compris au Texas. Donc il n'y a pas d'incidence entre actions politiques menées par des sénateurs républicains et finalement l'impact en finance. D'accord. Elle est vraiment, et on voit très bien, et c'est un enjeu aussi des élections présidentielles, le retour d'une espèce d'ordre moral très religieux, très évangéliste, etc., très anti-homosexuel, femmes. Bien sûr. Et en fait, le mouvement anti-ESG, c'est ça. Et évidemment, il y a aussi le côté énergie fossile. Je rappelle que Trump veut forer. Donc on est bien sur cette logique-là. En Europe, c'est très différent. En Europe, c'est vraiment l'ESG, ça devait être, avec la stratégie lancée en 2018, le pan qui permettait de financer, en orientant toute la finance européenne, le pacte vert. Bien sûr. Et avec des réglementations qui concernaient à la fois les investisseurs et les entreprises. Ce qui recule en Europe en ce moment, c'est le pacte vert lui-même. C'est-à-dire, c'est le shift, j'allais dire, la transformation de l'économie européenne vers des modèles durables. Et du coup, il y a eu une espèce de mode qui était quand même un vernis passé hâtivement sur des fonds. Et ça, tous les régulateurs financiers européens et nationaux ont commencé à dire non, un fonds
en particulier l'ESMA, a dit un fonds qui dit se réclamer ESG, il doit avoir 80% d'investissement qui soit vraiment ESG. Donc le recul, il est plutôt dû à ça. D'accord. On perd sur un marché qui compte plus de 4000 fonds, on en perd 300 qui effectivement ne vont pas révolutionner le marché de l'ESG parce que ce n'était pas forcément les plus crédibles. Kim Nguyen, si je comprends bien, en Europe, ce recul constaté dans les chiffres que j'ai donnés, il est lié à un durcissement de la réglementation où on peut plus simplement dire qu'on fait de l'ESG, mais maintenant il faut le faire et le prouver. Je pense que ce que disait Anne-Catherine est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui se durcit. On ne peut plus s'afficher ESG alors que voilà, on ne l'est pas vraiment. Donc les choses se normalisent. D'accord. On n'avait pas forcément les bonnes définitions. Maintenant, ça se définit. Et puis, je pense qu'il faut aussi voir sur l'ESG. Je pense qu'on peut parler de recul sur les parties les plus avancées. Mais je pense qu'on a un socle aujourd'hui qui n'existait pas là, il y a 5 ou 10 ans. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, même quand les sociétés... Et ce socle, il est solide, ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés pratiquent un peu d'exclusion, un peu de... Voilà, les choses ont avancé. Les techniques sont aujourd'hui se diffusent même dans les fonds qui font pas d'extra-finance comme ça ou qui font pas de ESG formellement. Ils utilisent des techniques de plus en plus où ils font appel aux mêmes techniques et aux mêmes analyses que les fonds ESG. On a des études aux États-Unis qui montrent qu'on a une convergence entre les fonds non ESG et les fonds ESG, enfin en termes de techniques. Les fonds ESG utilisent de plus en plus de techniques financières standards aussi. Évidemment, ils cherchent la performance et les fonds non ESG utilisent aussi les mêmes méthodes d'analyse. Donc on a une convergence, on a un socle qu'on voit pas forcément dans l'affichage. Et il faut bien distinguer effectivement l'affichage, comme disait Anne-Catherine, où il y a eu un nettoyage fort, et la réalité du terrain, où quand même, je trouve que l'ESG a continué de progresser et d'être présent. Donc si je comprends bien, quand on voit que cette année, par exemple, on a un certain nombre de fonds ESG qui sont fermés en Europe, si on voit qu'il y a moins de fonds ESG qui sont lancés en 2024 qu'en 2023, moins de fonds ESG qui sont lancés en 2023 qu'en 2022, ça, c'est effectivement une réalité, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il y a des bases solides et des avancées solides en matière d'ESG. Je pense qu'il y a de réelles avancées. De toute façon, on peut le voir aussi avec la nouvelle version du label, ISR en France. Oui. Il y a quelques fonds qui vont sortir. C'est pas pour autant qu'ils vont abandonner ce qu'ils ont fait depuis des années sur l'ESG. Simplement, par rapport aux enjeux et aux exigences qui sont très élevées maintenant de la nouvelle version du label, ils peuvent plus suivre. C'est pas pour autant, encore une fois, qu'ils vont abandonner ce qu'ils ont fait avec la version 2, qui était déjà bien. Donc voilà, il y a cette cassure qui fait qu'on a une exigence de plus en plus forte sur les fonds qui se veulent les plus avancés en termes ESG, mais que derrière, il y a quand même une suite. Et puis, je crois qu'il faut aussi prendre en compte la demande. Hein. C'est la question, c'est aussi... c'est bien l'offre, on parle beaucoup de l'offre, mais est-ce mais les investisseurs, quoi, oui, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui avaient fait énormément d'investissements et qui se demandent aujourd'hui si il faut continuer au même rythme ou est-ce qu'on attend que la demande nous rattrape, parce que la demande n'est pas forcément là non plus. Hein. Ça, c'est une vraie question qu'on a déjà abordée plein de fois dans votre émission. Mais... Anne-Catherine, nous autres, oui. Alors, ça, c'est un vrai point. C'est-à-dire qu'à Novetic, à un moment, on parlait d'ISR de conviction, c'est-à-dire d'investissement socialement responsable, où vraiment les gérants affichaient des portefeuilles assez différents des portefeuilles benchmarkés classiques. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui marche le mieux auprès des clients. Oui. Parce que... en termes de demande. En termes de demande. Parce qu'en fait, là, on tourne en rond, alors franchement, depuis 15-20 ans, je pense, sur quelle est l'offre, quelle est la demande. C'est un marché d'offres, de toute façon, mais c'est un marché où il y a un décalage énorme entre l'offre et la demande. Concrètement, le sondage du Forum pour l'investissement responsable, qui sort chaque année à l'automne, montrait très bien qu'en fait, pour les clients potentiels, les épargnants, un fonds crédible de finances durables, il doit exclure un certain nombre de secteurs, à commencer effectivement par les énergies fossiles et par l'armement, par exemple, et puis il doit privilégier des secteurs assez visiblement et compréhensiblement verts. Donc effectivement, d'où les fonds thématiques, par exemple, ou ce genre de choses qui sont plus lisibles, surtout si les investissements sont en raccord avec l'image du fonds. Quand on est sur de l'ESG flou, on va dire best in class, c'est-à-dire où finalement on a le CAC 40 avec un peu de pondération différente, c'est difficile pour un client de se dire ça a l'air beaucoup mieux qu'un fonds qui n'est pas ESG, qui peut potentiellement être moins cher en termes de frais de gestion parce qu'il y a moins de recherche, etc. Donc la lecture par le client de ce qu'on lui offre est quand même le sujet principal. Et là où on a un décalage, et le régulateur le dit très bien, c'est que la régulation SFDR est tellement complexe et nécessite pour les gérants des choses extrêmement complexes, qui sont absolument illisibles et incompréhensibles pour le commun des mortels. Bien sûr. Sauf qu'au lieu de faire deux types de publications sur leur fonds, c'est-à-dire à la fois la technique pour le régulateur
et le côté je t'explique ce que je fais vraiment. Bien sûr, pour l'investisseur. Ouais. Et donc nous, on le voit dans nos études. Par exemple, la dernière étude qu'on a fait sur les fonds dits de transition, il y avait 3000 pages de documents SFDR qu'on a quand même lus. Mais nous, on fait des études. Oui, bien sûr. C'est pas le cas du client lambda, pour les et autres. encore moins du chargé de clientèle, parce que c'est ça le problème. Oui. L'offre, elle passe par le chargé de clientèle ou par le conseiller. Mais ça veut dire quoi, qu'on sait pas dans quoi on investit aujourd'hui quand on fait de l'ESG, ou faut être très motivé pour effectivement aller accompagner précisément sur ces sujets-là en Europe ? Je pense que oui, ça nécessite... alors, il y a des labels qui sont là pour ça. Il y a peut-être la réforme de article 6, 8, 9 qui est de SFDR qui était censé nous aider aussi, mais qui a jeté aussi un flou et un peu de confusion. Qui a jeté un flou dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de fonds article 9 qui sont repassés article 8 quand on s'est rendu compte qu'il allait falloir rendre des comptes. Tout à fait, on a ce niveau d'exigence, on a un peu ce niveau d'exigence qui fait qu'à un moment, les gens disent oui, mais non, on ne rentre pas dans les cases, on va revenir en arrière. Est-ce que pour autant, on abandonne totalement et on abandonne l'ESG et on revient en arrière? Je ne crois pas. C'est juste une dynamique de progression qui va par à coup, parce que malheureusement, on est soumis à des forces politiques, à des forces commerciales, à des forces internationales. Et comme vous disiez, l'enjeu n'est pas le même aux États-Unis. Donc effectivement, on n'avance pas de façon linéaire, mais je ne pense pas qu'on soit en train de reculer en tout cas. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que c'est important, c'est que l'analyse ESG, c'est de l'analyse fondamentale en fait des entreprises. Oui. Donc c'est quand même très rassurant pour un client qui veut vraiment placer son argent, de se dire que le fonds qu'on lui propose, les entreprises sélectionnées ont fait l'objet d'une analyse fondamentale. Bien sûr, sur leurs activités, sur leur trajectoire, sur leur stratégie. Et ça, c'est un acquis je suis tout à fait d'accord, qui est là. Le problème qu'on a aujourd'hui est plutôt un problème d'explication, de marketing, de compréhension de ce qu'est le métier même de l'analyse financière, finalement. Et là-dessus, on s'est noyé dans un jargon technique où plus personne n'y comprend grand-chose. Le grand flou de l'ESG au sens... Oui, mais avec quand même un label ISR qui s'est réformé récemment. Enfin, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens pour aider les investisseurs à comprendre dans quoi ils investissent et comment guider leur choix d'investissement. Un label Finansol aussi qui existe, un label Greenfin. Le label ISR, mais on va dans le même sujet, c'est-à-dire que le label ISR essaie de sortir un peu du flou de l'ESG en allant plus vers l'impact, en prenant les PAI, en allant plus vers une forme vers une double matérialité qui est demandée par SFDR. Donc effectivement, ils sortent de cette notion de flou où ils étaient, qu'on leur a beaucoup reproché, qui a fait la clé de son succès, mais qui aujourd'hui fait qu'il y a des fonds qui disent oui, mais moi, je ne peux plus suivre. Donc ça veut dire que plus l'ESG se structure en Europe, plus effectivement on a des mouvements de va-et-vient qui laissent entendre que quand on ne respecte pas toutes les règles, effectivement, on change un petit peu son discours, quoi. Le problème, c'est qu'il faut revenir à l'intention des gérants. En fait. C'est-à-dire qu'on tourne autour de ça depuis un bon moment. C'est-à-dire que, en fait, la réglementation européenne, elle avait pour but de pousser les gérants à expliquer quelle est leur intention en termes d'objectifs durables, c'est-à-dire en termes d'objectifs ESG. Qu'ils aient un objectif de performance, c'est leur métier et c'est normal. En revanche, ils devaient le compléter par l'idée de dire oui, je veux plutôt investir dans tel type de secteur, etc. Et ça c'est pas vraiment fait parce que c'est très compliqué pour des gérants de dire j'ai des objectifs durables. Et on tourne autour de ça. Je veux bien que vous repreniez après. On tourne autour effectivement de ces objectifs durables. Moi, j'ai quand même une question pour vous. Est-ce que vous voulez que vous apporte un verre d'eau? Non, si, ça va aller. Moi, j'avais quand même une question aussi. Alors, effectivement, on regarde ça au global. Donc, j'ai bien compris que États-Unis et Europe sont dans deux dynamiques différentes, mais on voit quand même que ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis est suivi de près au niveau européen. Est-ce que quand on voit que le politique se saisit du sujet anti-ESG, ou en tout cas les républicains, même si effectivement il y a un amalgame avec ce qu'ils appellent le wokisme, est-ce que ça doit inciter en France à regarder un peu différemment le sujet ? Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, justement à cause d'une espèce de peur de l'hydre américaine qui n'existe pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tout bonnement, gentiment en train d'en faire un business fructueux. D'accord. Tout ce qui est finance verte, possiblement un peu de ESG. Et pendant ce temps-là, nous, on est complètement tétanisés avec une réglementation dans laquelle on s'embourbe, et surtout en pensant que c'est en train de reculer, que de toute façon aux États-Unis, il y a Trump, etc. Mais en fait, on n'arrive pas à comprendre que le business des entreprises va se faire en mesurant leurs impacts positifs et négatifs, et en essayant évidemment de minimiser leurs impacts négatifs qui sont en train juridiquement de leur revenir dans la figure, que ce soit, je ne sais pas moi, la taxe sur les produits saturés en sucre, c'est de l'ESG en fait. Bien sûr. Que
si vous vous investissez dans l'agroalimentaire et que vous ne regardez pas un certain nombre de sujets qui sont en train de devenir juridiques, là, vous allez perdre financièrement. Donc, le problème, c'est qu'on est un peu tétanisé. On ne sait plus très bien parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique de faire de la finance durable. Ce n'est pas faire un petit laboratoire dans un coin, c'est vraiment transformer son modèle d'analyse financière. Et ça, nous, on est en train de se dire, oui, mais bon, les États-Unis, finalement, ils n'en veulent plus. Alors, c'est vrai à des échelles, on voit ce qui se passe avec BlackRock. C'est-à-dire que BlackRock et son patron, Larry Fink, est devenu une cible aux États-Unis, ça c'est vrai. Donc du coup, un peu lui tétanisé par le fait qu'il est réellement devenu une cible, ça peut être dangereux aux États-Unis. Oui, bien sûr. Du coup, ils ont reculé et ils se font rattraper par la patrouille puisque c'est le plus gros investisseur ESG. On est sur même en France, ils se font rattraper par la patrouille, même en France, puisqu'il y a une plainte devant l'AMF. C'est ce que je voulais dire. Il y a une plainte devant l'AMF qui a été portée contre BlackRock récemment, donc bien sur le marché français, eux, ils se font attaquer. Voilà, et pour une raison très simple, c'est parce qu'ils se font attaquer par une ONG qui s'appelle Client Earth sur l'idée que dans les fonds ESG, il y a des énergies fossiles. Et ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas très lisible pour tout le monde. Donc, il y a un moment où on est un peu à la croisée des chemins. Et donc, soit il va falloir y aller, et vraiment, parce que de toute façon, on a besoin d'énergie renouvelable, on a besoin de choses comme ça. Il faut arrêter de se raconter que les États-Unis ne le font pas, parce qu'ils sont en train de prendre les parts de marché tranquillement. Et nous, on est là, en train d'attendre un vieux pays fatigué, les choses. Sur les parts de marché, oui, on le voit sur la donnée. Et on arrêtera là-dessus. Le marché de la donnée, il est américain aujourd'hui. C'est même très embêtant. Donc, voilà. Et ils ont racheté les restes de l'Europe. Merci Anne-Catherine Husson-Traoré, merci Kim Nguyen. On va malheureusement devoir finir là-dessus. Merci à tous les deux en tout cas de nous avoir accompagnés dans Enjeu Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Le PER va-t-il perdre certains de ses avantages fiscaux? Voilà la question qui va nous animer dans l'œil de l'expert avec Guillaume Berthiaud. Bonjour Guillaume Berthiaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Sofidy Gestion Privée. Alors on suit le projet de loi de finances pour beaucoup d'aspects fiscaux et cela pourrait concerner aussi le plan épargne retraite. Absolument. Alors peut-être pour en préambule, rapidement rappeler que le PER a 5 ans cette année. Il est issu de la loi Pacte de 2019. Bien sûr. Donc on connaissait le problème. Le constat c'était la retraite par répartition est à bout de souffle en France. Et donc il faut inciter les épargnants à faire de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire nous-mêmes, avec ses petits bras, épargner pour sa retraite, ne plus compter que sur la retraite par répartition. Donc est né le plan d'épargne retraite à ce moment-là, excite tous les anciens dispositifs, PERP, Madelin, article 83, qui étaient un peu poussiéreux, un peu complexes. Et donc on a voulu favoriser avec la création du PER un nouveau mode d'épargne pour ces vieux jours. Avec un produit donc, qui était défiscalisé à l'entrée, mais refiscalisé à la sortie le jour de la retraite, lorsqu'on touche effectivement par rente ou par capitalisation, enfin par rente ou en capital, ce qu'on a placé sur un PER. Exactement. Le PER a permis déjà de pouvoir sortir en capital. Avant, les anciens produits étaient plutôt en rente. Et effectivement, on rend un petit peu à la sortie ce qu'on a économisé à l'entrée. Néanmoins, ça reste quand même très intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que peut-être qu'à la retraite, vous aurez des revenus, une imposition qui sera moins élevée. Donc, vous rendrez moins aux impôts que ce que vous avez économisé à l'entrée. Et la deuxième raison, c'est que dans tous les cas, c'est un différé d'impôt. C'est-à-dire que grâce au PER, vous allez payer dans 5, 10 ou 15 ans de l'argent aux impôts que vous aurez dû payer directement. Et donc, vous allez capitaliser sur une somme que vous rendrez plus tard aux impôts. Et ça peut évoluer avec le projet de loi de finances. Alors, voilà, ce qui se passe, depuis le 24 septembre 2024, il y a un rapport qui a été remis à la Commission des finances. Cette commission, elle a pour objectif de réfléchir un petit peu aux choses à faire évoluer. Et donc, le PER était à l'ordre du jour. C'est un rapport remis par Félicie Gérard et Charles de Courson. Et on en a tiré 3 mesures. Alors, je précise qu'à ce jour, ce n'est pas encore repris dans les textes, mais ça pourrait être mis sur la table. On est en plein pour parler législatif. Donc, trois points que j'aimerais commenter avec vous. Bien sûr. Le premier, c'est encadrer l'utilisation fiscale du PER. Donc, la proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on arrête de souscrire des PER après 67 ans, première chose, et on liquide, quoi qu'il arrive, à 70 ans son plan. Alors sur le premier point, on peut assez facilement le comprendre. C'est pas dans l'esprit du texte de continuer à ouvrir des PER pour préparer sa retraite quand on est à la retraite. Là-dessus, j'ai pas de souci. En revanche, le deuxième sujet d'obliger la liquidation à 70 ans, ça pose question. Laissons la liberté aux épargnants français d'utiliser le capital à la retraite comme ils le souhaitent. Vous êtes libre à l'entrée, restez libre à la sortie, première chose. Deuxièmement, à 70 ans, vous pouvez être encore en activité. On connaît des médecins, des dirigeants d'entreprise qui continuent de travailler
voilà, après 70 ans. Et puis ça pose aussi une question avec la sortie en capital. Qu'est-ce que vous faites si vous optez pour 100% de sortie en capital et qu'on vous oblige à liquider le plan à 70 ans, vous vous retrouvez avec un capital qu'il faut réinvestir derrière, ça n'a pas beaucoup de sens. Il nous reste une trentaine de secondes pour les points 2 et 3. Très bien. Renforcer l'accessibilité et la lisibilité du PER, ça, on peut en être que ravi. Ça veut dire, j'aime bien, je reprends le terme, organisation de sessions publiques d'éducation financière pour démocratiser. Et ça, on peut être que favorable à ça. On sait que c'est un sujet difficile et complexe, parfois l'épargne, retraite et notamment la fiscalité. Et je terminerai avec un point sur lequel je suis un peu plus dubitatif, c'est privilégier les produits collectifs souscrits dans un cadre professionnel. Ça veut dire obliger les entreprises à mettre en place des plans d'épargne retraite collectifs dès que vous avez 11 salariés. Là, je dis pas de précipitation, il y a la loi de partage de la valeur qui vient d'être publiée. Bien sûr, ouais. Attendons de voir les premiers résultats. Ne rajoutons pas un carcan aux entrepreneurs pour le moment. Merci beaucoup Guillaume Berthiaud, président de Sofidy Gestion Privée. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.